Salut les investisseurs, si je suis sur le site d'Expedia, ce n'est pas parce que je pars en vacances, non, c'est parce que cette entreprise fait partie du top 5 que je vais vous présenter aujourd'hui. 5 entreprises que je trouve très intéressantes et potentiellement sous-évaluées. Évidemment que je vous invite à mettre sur votre liste de surveillance. Donc, première action de ce top 5 pour cet été 2024, c'est l'entreprise Expedia. Si vous vous demandez ce qu'est Expedia, eh bien c'est simple, Expedia, vous l'avez ici devant les yeux. C'est une société américaine qui est basée à Seattle, qui exploite plusieurs agences de voyage en ligne, incluant ce site expedia.com, hotels.com, Hotwire, Agencia, Vener, Expedia, Local Expert, ou encore une que vous connaissez probablement, Abritel, qui est une entreprise française de location de vacances et qui fait partie du groupe Expedia depuis 2015. Et au total, Expedia exploite plus de 90 marques de points de vente dans plus de 60 pays. Je vais me rendre sur Seeking Alpha et on va aller voir les chiffres ensemble. Vous imaginez que comme c'est une entreprise du secteur touristique, elle a été fortement impactée en 2020 et 2021 par la crise sanitaire. Vous allez le voir, ça va se refléter dans les chiffres. On va commencer avec le chiffre d'affaires. Regardez qu'il y a une belle tendance haussière long terme, sauf, comme je vous l'ai dit, en 2020, où l'entreprise a vu son chiffre d'affaires être divisé par 3. Évidemment, crise sanitaire, confinement, plus aucun avion, plus aucune destination de vacances ouverte. Tous les pays étaient fermés, les gens cloîtrés chez eux. C'est un des secteurs qui a le plus souffert. Et ce qui est bien sur ces 12 derniers mois, c'est que non seulement on voit que ça remonte fortement, mais en plus de ça, on a dépassé les chiffres pré-pandémie. Donc sur ces 12 derniers mois, on le voit ici, TTM, 13 milliards de chiffre d'affaires. On va aller voir ensemble les bénéfices qui, vous l'imaginez, ont également été fortement impactés durant cette crise sanitaire. Regardez ici, en 2020, l'entreprise a même fait des pertes qui se sont chiffrées à 2,6 milliards de dollars, ce qui est énorme. Côté positif, c'est remonté dès l'année suivante, et puis regardez, c'est en hausse, 807 millions de dollars de bénéfices sur ces 12 derniers mois, ce qui est bien au-delà des chiffres pré-pandémie. On va aller voir du côté de la balance sheet ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe au niveau du nombre d'actions en circulation, puisque vous savez que c'est une métrique que j'aime regarder. On peut le voir ici, Total Shares Outstanding. Ce chiffre est en diminution, l'entreprise effectuait des rachats d'actions, 140 millions en 2019, et vous voyez, ils ont émis quelques actions en 2020, ils en ont émis à nouveau en 2021. C'était une façon pour l'entreprise, en émettant de nouvelles actions, de renflouer les caisses avec du cash, plutôt que d'aller s'endetter avec des taux d'intérêt auprès des banques. Donc l'entreprise a pu lever du cash à ce moment-là via cette émission d'actions, et depuis, vous le voyez, 2022, on a une petite baisse, c'est passé de 155,8 millions en 2021 à 153,3 en 2022, et l'entreprise a encore effectué des rachats d'actions en 2023, c'est passé à 136,3 millions, et encore à nouveau sur ces 12 derniers mois, c'est passé à 132,7 millions d'actions en circulation, ce qui est positif. On voit que l'entreprise gère bien son free cash flow et l'utilise pour justement faire des rachats d'actions, puisque l'entreprise ne paye pas de dividendes. Je vais cliquer quand même ici pour vous montrer. Hop, regardez, Expedia ne paye pas de dividendes à l'heure actuelle. Je reviens sur Financial un instant, on va aller voir le free cash flow de l'entreprise. Je descends tout en bas. On voit ici une tendance haussière avec évidemment un free cash flow négatif en 2020 sans trop de surprises. Expedia aujourd'hui cote à 123 $ au moment où je tourne cette vidéo. Vous retrouverez l'entreprise cotée au Nasdaq sous le symbole EXPE. La capitalisation boursière est de 16,37 milliards de dollars et le PE ratio est de 23. Je suis ici sur le site de Guru Focus qui donne une note de 84 sur 100, ce qui est plutôt pas mal à Expedia. Et si on descend un petit peu ici, on peut voir qu'il donne une valeur intrinsèque de 150 $, donc par rapport au prix actuel de 123, ça veut dire qu'on serait potentiellement aujourd'hui à 123 $ sur une sous-évaluation. Attention, encore une fois, ce n'est pas parce qu'un site internet le dit que vous devez vous ruer sur l'entreprise. Je voulais simplement vous la montrer parce que je la trouve intéressante. Ajoutez-la à votre liste de surveillance et comme d'habitude, faites bien vos recherches. La deuxième entreprise, c'est Nike. Nike, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Elle m'intéresse fortement et je vous avais dit que j'allais me positionner dessus. Nike qui a annoncé ses résultats il n'y a pas si longtemps que ça et l'action a chuté de 20% en une séance. C'est juste énorme. Grosse chute de Nike. Tout simplement parce qu'ils annonçaient que les chiffres étaient en baisse partout dans le monde, que ce soit Chine, qui représente quand même un gros marché pour l'entreprise, que ce soit aux États-Unis, Europe, Afrique, Amérique latine. L'entreprise a vu son chiffre d'affaires baisser au premier trimestre 2024 et n'est pas très positif pour le deuxième trimestre de cette année. Donc une annonce pareille, évidemment, ça fait chuter fortement le cours de l'action, je vous l'ai dit, moins 20% en une séance, ce qui m'arrange fortement puisque Nike, pour moi,
un mot, c'est la première marque au monde de vêtements et accessoires de sport. Nike est tellement une marque forte que je doute fortement que l'entreprise disparaisse dans 5, 10, 15, même 20 ans. Donc très confiant sur Nike et sa position de leader dans ce secteur. Et après cette chute de moins 20%, eh bien ça m'intéresse et j'ai envie de me positionner dessus. Et ça a été chose faite cette semaine, je vous montre ça dans un instant. Mais avant ça, on va aller voir les chiffres de l'entreprise. Je me rends sur Seeking Alpha à nouveau, Financials. On va voir le chiffre d'affaires qui est en hausse sur le long terme. Vous le voyez ici sur ce graphique, belle croissance long terme avec un chiffre d'affaires de 51,3 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. Mais attention, comme je vous l'ai dit, si je clique ici sur Quarterly, on va voir les résultats trimestriels. Regardez, entre novembre 2023 et février 2024, c'est une petite baisse. Là, on voit que ça remonte un petit peu. Mai 2024, mais attention, comme je vous l'ai dit, les chiffres pour 2024 ne vont pas être incroyables, et ça, l'entreprise l'anticipe déjà, et les marchés l'ont bien anticipé avec la chute de moins 20%. Je reclique sur Annual, on va aller voir ensemble les bénéfices que génère Nike. Regardez ici, encore une fois pareil, sur le long terme, c'est ça qui nous intéresse, on a une belle croissance, avec un bénéfice sur ces 12 derniers mois de 5,7 milliards de dollars. On se rend sur la partie cash flow, voir ce que génère l'entreprise. Hop, je descends tout en bas de la page. Free cash flow, juste ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas pour ce dernier trimestre. En tout cas, vous le voyez ici. Encore une fois, sur le long terme, on a une tendance quand même haussière avec un énorme free cash flow en 2021. C'est un peu baissé en 2022, ça repart à la hausse en 2023. Les derniers chiffres qu'on a ici, à notre disposition, montrent un free cash flow de 3,87 milliards de dollars. Comment Nike utilise ce free cash flow ? Non seulement elle le réinvestit pour la croissance de l'entreprise, mais elle l'utilise également pour faire des rachats d'actions. Pour ça, on se rend sur la balance sheet et on va aller voir ça. Hop, je descends encore une fois tout en bas. On va regarder ici Total Shares Outstanding et ce qu'on veut voir, contrairement au chiffre d'affaires et aux bénéfices, c'est une tendance baissière. On veut que l'entreprise fasse des rachats d'actions. Et c'est ce que Nike fait entre mai 2015, où il y avait 1,71 milliard d'actions en circulation. Eh bien, des rachats d'actions ont été effectués chaque année. Il y avait 1,5 milliard d'actions en circulation sur ces 12 derniers mois. Donc l'entreprise fait des rachats d'actions grâce à ce free cash flow et elle paye également un dividende. Je me rends sur la partie dividende, Dividend History. Regardez ici, l'entreprise paye son dividende sans interruption depuis 34 ans et l'augmente sans interruption depuis 11 ans. Si on regarde la croissance de ce dividende, c'est plutôt pas mal, puisque regardez, ici sur 10 ans en moyenne, ce dividende est augmenté de 12% par an, sur ces 5 dernières années, 11% par an en moyenne, et sur ces 3 dernières années, 10,6% par an en moyenne, c'est vraiment excellent. C'est plutôt une belle croissance du dividende. Et si je clique sur le Dividend Scorecard, on peut voir que le dividende actuel est de 1,48 $ par action, ce qui représente un yield de 1,96%, et le payout ratio, le ratio de distribution, est excellent, à seulement 36%. On va regarder maintenant le cours de l'action Nike. Nike qui cote au New York Stock Exchange sous le symbole NKE. L'action vaut 75 $ au moment où je tourne cette vidéo. Regardez, si je prends le graphique sur un mois, on voit ici l'énorme chute. L'action est passée en une séance seulement de 94 $ à 75 $. Comme je vous l'ai dit, regardez, c'est une baisse de moins 20% sur une seule séance. C'est énorme, c'est la plus grosse chute dans l'histoire de Nike. Si on regarde la tendance long terme du cours de l'action, on voit une tendance haussière. Sur ces 5 dernières années, eh bien, on est sur une baisse de 13%. Sur un an, on est sur une baisse de 28%. Aujourd'hui, Nike, avec un ratio cours-bénéfice de 20, a un P/E ratio, un ratio cours-bénéfice en dessous de son P/E ratio historique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un point intéressant pour se positionner ou commencer une position sur Nike ? Personnellement, je pense que oui. Je pense qu'ici, l'entreprise, comme je vous l'ai dit, a un moat. C'est la plus grosse entreprise dans son secteur. C'est une entreprise qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Pour moi, aujourd'hui, elle est dans cette zone de sous-valorisation. Donc attention, ça ne veut pas dire encore une fois que vous devez vous ruer dessus. Faites vos recherches, mais pour moi aujourd'hui, je pense que Nike est sous-évalué. Et celui qui veut rentrer en DCA aujourd'hui, eh bien ce n'est pas un conseiller d'investissement, mais je pense que ça peut être intéressant. Et comme je vous l'ai dit, regardez, je vais prendre le fichier de suivi qui reprend tous mes trades d'options sur Nike. Donc j'ai commencé à trader les options. La première ouverture de contrat, c'était le 5 mars 2024. J'ai vendu des puts d'abord à 92, puis 91, 87, que j'avais roulé pour baisser le prix à 86. Donc si vous vous demandez ce que c'est tout simplement un contrat de vente put. Ça veut dire que je m'engage à acheter l'action au prix que je définis et à la date que je définis à l'avance. Pour ça, je suis payé, je reçois une prime. Et si à la date choisie, Nike est en dessous du prix que j'ai défini,
je suis dans l'obligation d'acheter 100 actions à ce prix défini. Bien entendu, il y a un risque, et d'ailleurs, je me suis fait piéger entre guillemets. Le risque, c'est que ici, j'avais vendu pour le 26 du 7 un contrat à 86$. Et ce qu'il s'est passé, c'est que Nike a chuté fortement, moins 20%, on l'a vu. C'est passé de 94 à 75. Je me suis fait assigner. Donc, même si Nike cotait à 75$ au marché, j'ai été dans l'obligation d'acheter des actions Nike à 86. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de vendre un nouveau put à 74. D'ailleurs, j'ai oublié de l'indiquer ici sur le fichier, qui m'a rapporté environ 85$ de prime, que j'ai encaissé directement dans ma poche. J'en fais ce que je veux, c'est à moi. Et donc Nike, si d'ici quelques semaines est en dessous de 74$, je vais devoir l'acheter à 74, ce qui m'arrange puisque j'ai envie de commencer une position sur Nike et que j'ai envie de renforcer cette position actuelle. Malheureusement à 86$, c'est un petit peu au-dessus du prix actuel. Je suis environ à moins 15% de moins-value latente, mais ça ne me dérange pas du tout puisque même avec des actions en portefeuille, je les utilise pour vendre des covered calls et encaisser des primes, etc., etc. Si vous souhaitez en savoir plus sur les options, je vous laisse le lien de mon ebook gratuit juste ici en dessous en description. Donc même si je viens à nouveau à être assigné et que j'ai 200 actions Nike en portefeuille à ce moment-là, 86 plus 74, le nouveau prix auquel j'ai vendu l'option, ça me fera un prix de revient unitaire de 80. Ce qui, pour moi, est tout à fait acceptable avec une vision long terme, surtout que je peux encore une fois utiliser, comme je vous l'ai dit, ces actions pour vendre des calls dessus et gagner des primes tous les mois. Même avec ces 200 actions en portefeuille, ça ne représentera pas plus de 15% de mon portefeuille total, donc je suis complètement OK avec ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que toutes les primes que j'ai obtenues, ça me permet de calculer ici, vous le voyez, mon PRU ajusté. Et ce PRU ajusté, c'est quoi ? C'est mon prix de revient unitaire des actions que je possède en portefeuille, moins toutes les primes que j'ai perçues au fil du temps. Et regardez, ça permet de réduire ce prix de revient unitaire justement. Et aujourd'hui, il est de 82,41$. Guru Focus donne une note de 90 sur 100 à Nike, ce qui est excellent. Guru Focus estime que la valeur intrinsèque de Nike devrait être de 131$. Selon Guru Focus, l'action serait sous-évaluée de plus de 40%. Encore une fois, faites bien vos recherches. La troisième entreprise, c'est une entreprise qui s'appelle Mondelez, c'est une multinationale américaine particulièrement présente dans le secteur du biscuit et du chocolat, dont le siège se trouve aux États-Unis à Chicago. Elle contrôle des marques que vous connaissez sans doute, comme Cadbury, Oreo, Lu, Toblerone, Côte d'Or ou encore Milka. On est ici donc, vous l'avez compris, sur une entreprise agroalimentaire. C'est le secteur des biens de consommation de base, c'est un secteur plutôt intéressant puisqu'il s'agit d'un secteur non cyclique qui résiste plutôt bien aux crises, ce qui permet d'apporter de la stabilité au portefeuille. Seeking Alpha, je vais cliquer sur Financials et on va aller voir le chiffre d'affaires. Vous le voyez, le chiffre d'affaires était en baisse entre 2014 et 2017. Il a un petit peu stagné et depuis il est reparti à la hausse ces 5 dernières années. L'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 36,1 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. Je descends un petit peu et on va aller voir ce qui se passe du côté des bénéfices. Regardez, on a une tendance haussière sur le long terme avec une baisse assez conséquente en 2022 mais c'est reparti à la hausse en 2023. Et là, sur les 12 derniers mois, on est sur un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars. Alors, je vais cliquer sur Free Cash Flow. On va aller voir ce qu'il se passe. Je descends tout en bas. Le Free Cash Flow, c'est très positif. Il est en tendance haussière sur le long terme. L'entreprise a fait 3,5 milliards de dollars de Free Cash Flow sur ces 12 derniers mois. L'entreprise utilise ce Free Cash Flow pour faire des rachats d'actions, comme vous allez le voir ici dans un instant. Je descends à nouveau. Regardez, ici, le nombre d'actions en circulation est en baisse sur le long terme, c'est excellent, mais elle utilise également ce free cash flow pour payer un dividende. Je clique sur dividende et history, regardez, l'entreprise paye son dividende depuis 22 ans sans interruption et l'augmente sans interruption depuis 10 ans. Au niveau de la croissance de ce dividende, c'est une croissance intéressante, tout comme Nike, puisque sur 10 ans en moyenne, il a augmenté de 11,7% par an, sur 5 ans, 10% par an, et sur 3 ans, 10,5% par an. Dividend scorecard, le dividende payé actuellement est de 1,7$ par action, le yield est de 2,54% et le payout ratio est plutôt correct à 49%. Si on jette un œil au cours de l'action, Mondelez International cote à 67$ par action au moment où je tourne cette vidéo. Vous retrouverez l'entreprise cotée au Nasdaq sous le symbole MDLZ. Si on regarde la courbe de l'action sur le long terme, on peut voir une très très belle tendance haussière. Sur ces 5 dernières années, pareil, il y a 5 ans, ça valait environ 55$. On est sur une hausse de 20% sur 5 ans, ce qui n'est pas exceptionnel, mais il faut aussi prendre en compte le paiement du dividende. Sur un an, on est sur une baisse de 8%, avec un plus bas, c'était
en octobre 2023 à 60 $ et un plus haut à 76 $ il y a quelques mois, début de l'année, c'était en février 2024, et depuis baisse, aujourd'hui, Mondelez est à 66, 67 $. La capitalisation boursière est de 89,84 milliards de dollars et le PI ratio est de 21,2. Et un Guru Focus donne une note de 83 sur 100, ce qui est plutôt intéressant, et une valeur intrinsèque de 81. Donc il note cette action comme étant sous-évaluée, une sous-évaluation d'environ 17%. Encore une fois, mettez-la sur votre liste de surveillance, mais faites vos propres recherches avant d'investir. L'entreprise numéro 4 de ce top 5, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'ai en portefeuille et je continue à vendre des poutres dessus, c'est PayPal. Pour moi, PayPal aujourd'hui est clairement sous-évalué à 59 $, on va voir ça dans un instant. Mais avant, regardons les chiffres sur Seeking Alpha Financials. Vous connaissez la routine. Je descends un petit peu. Regardez la belle croissance du chiffre d'affaires de PayPal. Alors encore une fois, je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles j'aime PayPal. Je vous l'ai déjà dit 10 millions de fois. Pour moi, PayPal, c'est mon choix numéro 1 lorsque je fais des paiements en ligne. J'utilise PayPal au quotidien dans mes business pour recevoir des paiements, également pour faire des transferts d'argent. Alors je suis tout à fait conscient qu'il y a énormément de concurrence dans ce secteur, mais pour moi, PayPal reste, voilà, c'est comme ça, un incontournable. Regardez la croissance du chiffre d'affaires sur ces 10 dernières années, c'est juste exceptionnel, avec un chiffre d'affaires de 30,43 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. Je descends un petit peu, regardez les bénéfices qui sont également en croissance sur le long terme. Ils étaient un petit peu en baisse en 2022. Regardez en 2023, 4,2 milliards et 4,33 milliards de bénéfices sur ces 12 derniers mois. Vous allez le voir, l'entreprise génère un excellent free cash flow également. Je descends ici, hop, free cash flow, regardez, belle tendance haussière du free cash flow sur le long terme, un free cash flow qui s'élève à 6,5 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. Ce free cash flow n'est pas utilisé pour payer de dividendes, puisque il n'y a jamais eu de dividendes payés dans l'histoire de PayPal. Par contre, l'entreprise fait des rachats d'actions, et j'espère vraiment qu'elle va faire de gros rachats d'actions cette année, parce qu'encore une fois, l'action, je pense, est fortement sous-évaluée. On clique sur Balance Sheet, je descends tout en bas. Regardez ce graphique en tendance baissière sur le long terme. L'entreprise, vous le voyez, au fil des ans, fait des rachats d'actions. 1,04 milliard d'actions en circulation sur ces 12 derniers mois. Et je pense que début 2025, ce chiffre passera en dessous de la barre des 1 milliard d'actions en circulation. Je me rends à nouveau sur mon fichier de trading d'options, puisque oui, je trade les options sur PayPal depuis longtemps. Regardez, depuis le 1er août 2022, avec des ventes de put, des ventes de calls lorsque j'étais assigné, etc., etc. Regardez, je descends un petit peu. Au total, j'ai pris, regardez, plus de 6100 $ de primes sur PayPal grâce à la vente d'options. J'ai des actions en portefeuille, je vais aller ici sur la droite. J'ai fait plusieurs achats à différents moments. Et aujourd'hui, j'ai 300 actions PayPal en portefeuille avec un prix moyen de 66 $. PayPal cote à 59. Donc oui, j'ai une moins-value latente. Je m'en fous complètement puisque, encore une fois, je pense que l'action est sous-évaluée. Elle doit valoir plus de 80-90 $ selon moi. Donc je suis tout à fait OK d'avoir des actions en portefeuille avec une moins-value latente. Je m'en fiche. Je les utilise pour vendre des covered calls et empocher des primes tous les mois. Vous connaissez la chanson. Et regardez mon prix de revient ajusté. Malgré un prix de revient unitaire de 66 $, grâce à toutes les primes empochées au fil des ans, entrées dans les options sur PayPal, toutes les primes m'ont permis de baisser ce prix de revient unitaire pour obtenir un prix de revient unitaire ajusté de 45,84 $. Donc je sais que si je veux ne pas perdre d'argent sur PayPal, eh bien je ne dois pas vendre en dessous de ce prix-là. Sur Guru Focus, PayPal est noté avec une excellente note de 98 sur 100. Et regardez, si je descends un petit peu ici, Guru Focus estime que la valeur intrinsèque de PayPal se situe autour des 98 $, ce qui veut dire que l'action serait sous-évaluée d'environ 40%, puisque, on l'a vu, elle cote à 59 $ en ce moment. Je vous invite vraiment à mettre PayPal sur votre liste de surveillance. Pour moi, l'action va rebondir. 59 $, c'est très intéressant pour celui qui veut se positionner long terme et ouvrir un DCA aujourd'hui sur cette action. Encore une fois, faites vos propres recherches. Et la cinquième action de ce top 5, c'est Realty Income. Realty Income, c'est une entreprise immobilière, un REIT, qui possède environ 15 450 biens immobiliers loués à plus de 1500 clients dans le secteur de l'industrie et du retail, comme par exemple des gros groupes comme Sainsbury, 7-Eleven ou encore Lowe's, pour la plupart avec des contrats long terme, et tout ça avec un taux d'occupation de 98,6%, ce qui est très élevé. L'entreprise est également diversifiée géographiquement, comme vous le voyez, donc la majorité des biens se trouvent aux États-Unis, mais l'entreprise en possède également quelques-uns en Europe. Et une chose importante à savoir sur Realty Income, c'est que les baux conclus avec les clients
sont ce qu'on appelle des triple net lease, c'est-à-dire que les taxes foncières, les assurances et la maintenance incombent aux locataires, donc à toutes les entreprises dont je vous ai parlé juste avant, et non à Realty Income, ce qui lui permet d'avoir une gestion minimale et de renforcer sa stabilité financière. On va regarder les chiffres de l'entreprise, je descends un petit peu pour accéder au chiffre d'affaires. Regardez ce beau graphique haussier, 4,39 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur ces 12 derniers mois. Je descends un petit peu, net income, regardez, pareil, un beau graphique haussier. On est sur un bénéfice de 779 millions de dollars sur ces 12 derniers mois. On va aller voir le free cash flow. Encore une fois, je descends tout en bas. Le free cash flow, pareil que les deux graphiques précédents, une belle croissance. Regardez, le free cash flow était de 2 milliards sur ces 12 derniers mois. Maintenant, attention, ce free cash flow sert à payer un dividende, puisque un REIT, par définition, c'est la loi aux États-Unis, doit payer plus de 90% de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Et vous allez me dire, est-ce que l'entreprise effectue des rachats d'actions? Eh bien non, justement, au contraire, elle en émet. C'est tout à fait normal pour les REIT, pour les entreprises immobilières. Elles émettent des actions, donc il y a de plus en plus d'actions en circulation chaque année, parce que c'est un moyen pour ces entreprises de lever du cash pour acheter des biens immobiliers et donc croître. Si on jette un œil à ce dividende dont je viens de vous parler, dividende history, Realty Income fait partie de ce qu'on appelle les dividendes aristocrates, c'est-à-dire les entreprises qui payent et augmentent leurs dividendes depuis 25 années ou plus, puisqu'elles le payent depuis 26 ans et elles augmentent sans interruption depuis 26 ans. Une petite chose que j'avais oublié de vous dire sur Realty Income, c'est qu'elle paye son dividende chaque mois. C'est assez rare, d'habitude c'est plutôt chaque trimestre pour les entreprises américaines, sauf Realty Income, encore une fois, qui le paye tous les mois. Donc si vous possédez des actions, tous les mois vous aurez un dividende qui tombe sur votre compte titre. La croissance du dividende n'est pas exceptionnelle, vous allez voir que le yield, lui, l'est. La croissance en moyenne sur ces 10 dernières années est de 3,85%, sur ces 5 dernières années 3,55% et sur ces 3 dernières années 4,27%. Mais comme je viens de vous le dire, regardez Dividend Scorecard, le yield est très élevé, 5,94% de yield, c'est juste énorme, avec un payout ratio de 73, et le dividende payé annuel est de 3,16, donc si vous divisez par 12, ça vous fait un dividende d'un peu plus de 26 centimes par action par mois. Jetons un œil au cours de l'action Realty Income, cote au New York Stock Exchange sous le symbole O. Sur le long terme, on a une tendance haussière du cours de l'action. Sur ces 5 dernières années, malheureusement, on est sur une baisse de 20%. Sur un an, sur une baisse de 11%. Et depuis le début de l'année, sur une baisse de 9%. Aujourd'hui, à 53 $, je pense que l'action est un petit peu sous-évaluée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cours de l'action a été fortement impacté ces dernières années, notamment à cause de la conjoncture économique, à cause des taux d'intérêt élevés qui impactent directement les entreprises immobilières. Mais j'ai bon espoir que le cours de l'action rebondisse d'ici avant la fin de l'année avec les premières baisses de taux, on croise les doigts, si la Fed le veut bien, qui devrait arriver courant octobre, novembre. Donc 53 $, prix intéressant, la capitalisation boursière est de 46,23 milliards de dollars. Et on va aller jeter un œil du côté de Guru Focus. Guru Focus donne une note de 87 sur 100 à Realty Income, ce qui est plutôt excellent. Et je descends un petit peu, regardez, la note, ou plutôt la valeur intrinsèque pour Realty Income, selon Guru Focus, est de 71,85 $, donc bien au-dessus du prix actuel de 52 $, ce qui veut dire, selon eux, qu'elle serait sous-évaluée de 26%. Encore une fois, faites vos propres recherches les amis, s'il vous plaît. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce top 5. Dites-moi dans les commentaires si vous possédez une de ces 5 actions en portefeuille, si oui, laquelle? Est-ce que vous trouvez ces entreprises intéressantes ou selon vous, elles ne sont pas du tout sous-évaluées, elles ne méritent pas la peine d'être mises sur une liste de surveillance? Dites-moi ce que vous pensez de ces 5 actions ici en dessous dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.